C'est l'histoire d'un amour fou. L'histoire d'un couple qui n'a qu'une idée en tête, construire une famille. Pour y parvenir, ils vont mener un interminable combat et être confrontés à un choix capital. Adopter des enfants à la santé fragile pour ne pas renoncer à leurs rêves. C'était ça ou rien. Il n'était absolument pas question de ne pas bâtir la famille qu'on voulait. Vous verrez à quoi ressemblent les journées d'Agnès, totalement dévouée à l'épanouissement de ses enfants. Nous partirons aussi pour le Vietnam, où dans les orphelinats, tous les enfants rêvent qu'une famille vienne changer leur vie. Mais pour certains, ce jour n'arrivera jamais. Alors pour les sortir de leur triste quotidien, 3 étudiants au grand cœur vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur offrir le plus précieux des cadeaux, de l'affection. Pendant 3 semaines, ils vont vivre des moments intenses de partage et de complicité avec un seul but, laisser une trace positive de leur passage. J'ai vraiment espoir qu'on puisse voir des progrès, que comme ça on se dit on a fait quelque chose, on a aidé concrètement les enfants. Qui sont les enfants qui grandissent au sein des orphelinats? Quelles traces ce contexte laisse-t-il sur ceux qui sont adoptés? Que faire pour leur offrir l'amour qui leur fait si souvent défaut? C'est au bord de la Méditerranée, à Marseille, qu'une belle histoire d'amour est née, à 2 pas de la fameuse Canebière, sur les bancs d'un célèbre lycée. Ça a changé. Voici Agnès et Laurent, ils ont 42 ans. C'est ici qu'ils se sont connus en 1987, alors qu'ils avaient 17 ans. Ce qui les rapprochait notamment, c'était d'imaginer la famille qu'ils construiraient un jour. Dès le début, on a pensé à fonder une famille, on a pensé à essayer d'avoir beaucoup d'enfants et même on avait déjà les prénoms, on avait déjà décidé des prénoms à l'époque. Pendant des années, ils ont vécu un vrai conte de fées, qui s'est concrétisé par un mariage à 20 ans. Désormais, ils se croient prêts à fonder enfin la famille de leurs rêves. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Les années passent et toujours aucun signe de grossesse. Dès les premiers mois où ça ne marchait pas, on a consulté des médecins. Et je savais que ma mère avait pris un médicament quand elle m'attendait. Et effectivement, ça a eu des conséquences sur moi. Ce médicament, le Distilbène, a pu avoir des effets sur la fertilité d'Agnès. Sa mère, comme des millions de femmes dans le monde, en a pris pendant sa grossesse sans connaître les lourdes conséquences d'un tel traitement. Au bout de 3-4 mois, elle a commencé un parcours médical qui a été de plus en plus difficile, qui a été très long et qui n'a rien donné. Le parcours médical d'Agnès et Laurent va vite devenir un parcours du combattant. Pendant 7 ans, ils vont faire toutes les tentatives possibles pour avoir des enfants. Mais leur acharnement se soldera toujours par des échecs. Ces épreuves auraient pu avoir raison de leur couple. Je suis contente qu'ils soient restés avec moi. C'est vrai que dans le couple, c'était le but. Le but, c'était pour nous de fonder une famille et qu'on ne pouvait pas forcément envisager de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de famille. Et c'est aussi ça qui nous a poussé à aller jusqu'au bout, à chercher d'autres manières d'avoir des enfants et d'être parents. Si la science ne leur permet pas d'être parents, l'autre solution, c'est l'adoption. En 2002, Agnès et Laurent font leur première demande d'agrément. Ce qui les motive à devenir parents, c'est qu'Agnès est issue d'une famille nombreuse et qu'elle souhaite perpétuer ce schéma familial. Quant à Laurent, sa volonté d'être papa est née d'un drame vécu dans son enfance. Quand j'ai eu 10 ans, mon père est décédé et c'est vrai que dans la famille, ça a été aussi un choc, ça a été quelque chose d'assez difficile à surmonter, mais c'est sûr que sa disparition, ça fait partie du processus, c'est-à-dire d'avoir vraiment envie d'être père à mon tour. Pour devenir parents, Agnès et Laurent vont encore devoir patienter 3 années. En février 2004, ils s'envolent enfin pour l'Ukraine où un enfant les attend. Équipés de leur caméra personnelle, ils immortalisent chaque seconde de cette première rencontre tant attendue. Voilà, fais de la musique avec ses pieds. Oui, mon chéri, ça fait bonbonne.
quand il est rentré, c'était effectivement on a mené notre fils. Pour moi, je l'ai jamais vécu, mais je me suis toujours dit que si c'était à la clinique, je dirais que j'attendais l'accouchement et qu'on a mené mon fils après. Aujourd'hui, ces images bouleversent encore Agnès. On a attendu très très longtemps. Moi, j'avais envie d'être maman depuis l'âge de 14 ans. Là, j'en avais 34. Ce geste-là, c'est... je l'ai attendu. Je l'ai attendu 20 ans. Un petit mouchon. Il est bien en confiance avec nous. Mon petit chéri, ça fait même pas 3 heures qu'on t'a connu. Il ne faudra que quelques secondes à Agnès et Laurent pour devenir parents. Pour nous, c'était immédiat. C'était immédiat, on l'a vu. Ils l'ont vu et la fusion a été immédiate. Moi, plus que c'est mon fils, je me suis dit, enfin, je te trouve. C'est plus ça. Maxime a alors 14 mois. Il n'a connu que l'anonymat de l'orphelinat. C'est la première fois qu'on lui témoigne autant d'affection. Tu voulais encore un petit gâteau. Oh, tu voulais un gâteau, maman. Même s'il ne savait pas ce que c'était un papa et une maman, puisque lui, il n'a jamais eu, avant nous, il a compris qu'on allait s'occuper de lui. Tout de suite. Je pense qu'il a compris dans le quart d'heure, quoi. Après 20 années d'épreuves, le couple commence à réaliser son rêve. Oh, bah alors là, mon château, si tu savais comme ton père et ta mère sont fiers. Oh, si tu savais comme tu nous rends, mon chéri. Offrant à Maxime une vie bien différente de celle de l'orphelinat. Puisque Maxime s'épanouit entre ses parents, Agnès et Laurent n'hésitent pas à adopter un second enfant. En 2007, retour en Ukraine, mais dans une autre région. Maxime a grandi, il a 5 ans, et va bientôt avoir un petit frère adoptif, Valentin, 2 ans. Le petit garçon a été abandonné après le décès de sa maman. Dans la cour de l'orphelinat, la sœur d'Agnès, qui les accompagne, filme chaque instant de cette rencontre. Valentin refuse longtemps le contact. Mais ce geste d'Agnès va déclencher quelque chose. Valentin a lâché son jouet et attend une réaction. C'est le premier échange avec celle qui deviendra sa maman. Si Valentin s'est senti bien avec cette famille, c'est notamment grâce au dynamisme de Maxime, qui comprend parfaitement ce qu'il ressent. Pourtant, quelques jours plus tôt, il confie à ses parents toutes ses angoisses et les questions qu'il se posait autour de cette adoption. J'aurais beaucoup de questions. Est-ce qu'ils allaient m'abandonner? Je leur ai demandé parce que quand on a adopté Valentin, j'ai cru qu'en fait on faisait un échange. Qu'on prenait Valentin mais qu'on m'oubliait moi. Donc moi ça m'a beaucoup choqué, mais mes parents m'ont rassuré. On va voir le premier bain en famille. Quelques jours après son adoption, Valentin a parfaitement trouvé sa place au sein de la petite famille. Papa s'est mis dans l'eau, s'est mis dans les bras de papa. Alors on n'a plus peur de rien dans les bras de papa. Depuis son adoption, Valentin s'est bien adapté à sa nouvelle vie, ce qui encourage Agnès et Laurent à agrandir encore la famille. En 2011, l'Ukraine leur propose encore un garçon, Sacha. Il a presque 3 ans, il est chétif et ne dit pas un mot. Face à cette première rencontre, Laurent ne peut retenir son émotion. Il va devenir papa pour la 3e fois. Sacha, mon bébé, Sacha. Maxime et Valentin accueillent leur nouveau petit frère, les bras ouverts. On va les mettre à la maison et après on va la voir et jouer. Ce schéma familial, ils en ont rêvé. Grâce à eux, 3 enfants ont échappé à une vie en orphelinat. Le bilan de ces adoptions, c'est énorme de les voir. Je pensais pas, j'étais sûre qu'ils s'habitueraient bien. Mais je pensais pas que ce serait aussi vite et aussi bien. Et aussi fort. Les a tous ensemble.
Pour adopter leurs enfants, ils auront dû faire 5 allers-retours en Ukraine, où ils ont séjourné plusieurs semaines. Pour chaque adoption, ils ont déboursé près de 10 000 euros. Agnès et Laurent travaillent tous les deux. Lui forme les aiguilleurs du ciel, elle est professeure des écoles. Donc voilà les premières... La première rencontre. C'est à Fuveau, entre Marseille et Aix-en-Provence, que la famille est installée. Maxime a aujourd'hui 10 ans, Valentin 7 ans et Sacha 3 ans. Ils ont tous gardé leur prénom d'origine. On passe énormément du temps avec eux, pour eux. C'est les trois bonheurs de la vie. On a vraiment la vie qu'on voulait avoir. La famille, hein. C'est important la famille. Des parents comblés, des enfants devenus aussi proches que des frères naturels. En apparence, le tableau familial est parfait. J'ai peur de tomber. T'as peur de tomber? Oui. Mais on est là. Oui. Tu le sais? Oui. Pourtant, Agnès et Laurent doivent faire face à une triste réalité. En Ukraine, comme au Vietnam, les enfants proposés à l'adoption internationale souffrent parfois de problèmes de santé. On les appelle des enfants à particularité. C'est le cas des 3 garçons d'Agnès et Laurent. Maxime souffrait notamment d'une hernie. À 2 ans, il a subi 2 opérations en France. Valentin, lui, a enchaîné les otites. Bilan, il a perdu l'usage d'une oreille. Quant à Sacha, c'était le plus vulnérable. Problèmes de langage, de développement, de poids, de vue, mais aussi atrophie d'un rein, malformation cardiaque. La raison est connue d'Agnès et Laurent. La mère biologique de Sacha était alcoolique. Adopter 3 enfants à la santé fragile n'a pas découragé Agnès et Laurent. On n'a pas l'impression d'être courageux. On n'a pas le choix. C'était ça ou rien. Il n'était absolument pas question de ne pas bâtir la famille qu'on voulait. Les dossiers médicaux. Depuis qu'ils sont parents, Agnès et Laurent courent les médecins et les spécialistes pour soigner leurs enfants. Tout ne rentre pas dans le carnet de santé. Donc il y a des porte-vues, un pour chacun. Pour nous, en tout cas, c'est des soucis classiques de parents qui ont 3 enfants et donc qui évidemment ont un devoir de les faire suivre, aussi bien un devoir éducatif qu'un devoir de suivi médical et tout ça. Moi, je ne vois pas ça comme un combat, je vois ça comme la vie normale. Pourtant, vous découvrirez dans un instant que le suivi médical des enfants a modifié considérablement le quotidien d'Agnès et Laurent. Leur plus grande préoccupation, c'est Sacha, trop maigre et trop fragile pour son âge. Comment lui faire prendre du poids? Quand on regarde les courbes de croissance, là, ça fait peur. La surdité de Valentin lui permet-elle vraiment de suivre une scolarité normale? Conscients qu'ils ont été adoptés, Maxime et Valentin s'interrogent déjà sur leur vie d'avant. Comment répondre à leurs questions et les rassurer sur leur avenir? Agnès et Laurent sont devenus parents, mais la réalité est-elle vraiment fidèle au rêve qui les a si longtemps animés? Direction la Suisse. Nous sommes à Genève, au bord du lac Léman. À l'écart du centre-ville, voici la faculté de médecine. C'est ici que Younes, Otis et Gatete, 21 ans, étudient depuis 3 ans. Bon appétit. Merci. À l'heure du déjeuner, dans cet imposant restaurant universitaire, ils retrouvent d'autres étudiants. Ce repas, c'est l'un des derniers qu'ils partagent avec eux, car dans un mois, après leurs examens de fin d'année, les 3 étudiants vont vivre une aventure qui va certainement renforcer leur amitié. Alors, ce qu'on a prévu de faire, c'est de partir au Vietnam pour effectuer un stage dans un orphelinat. C'est un stage qui est proposé par la faculté, qu'on peut aller faire à l'étranger, et c'est pour faire un peu une immersion en communauté, on appelle ça. Cet orphelinat, le voici, photographié par des étudiantes en médecine qui ont effectué la même mission il y a 1 an. Situé au sud du Vietnam, il accueille des enfants qui pourraient ne jamais être adoptés. Car depuis 2005, le pays a fait le choix de proposer en priorité aux étrangers les enfants grands, malades ou handicapés, permettant ainsi aux Vietnamiens d'adopter les enfants petits et valides. Résultat, les adoptions internationales se font moindres, les orphelinats saturent et manquent de personnel. C'est précisément ce qui a touché nos étudiants. Ça m'attriste pas mal quand je pense à ça, de savoir que ces enfants ne seront peut-être jamais adoptés. Je sais pas, quand j'y pense, franchement, ça me rend un peu triste. Et si on peut, ne serait-ce que leur apporter un tout petit peu pour améliorer leur situation et puis
vraiment leur apporter de la chaleur, de ce qu'on peut, quoi, même de l'amour, des choses comme ça, qui sont, je pense, vraiment des choses fondamentales pour le développement d'un enfant. Et ben, je pense que si on arrive à faire ça, comme je vous dis, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est déjà une victoire quelque part. Derrière leur apparente confiance en eux, ils appréhendent ce séjour qui va durer 3 semaines. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de rencontrer les 3 étudiantes qui ont effectué cette mission l'an dernier. Le rendez-vous a été fixé dans un café du centre de Genève. Genre, comment ça s'est passé le premier contact que vous avez avec les enfants? Parce qu'on se demandait si c'était pas ça un moment un peu dur ou je sais pas si comment s'est adapté. Ou... Quand on est arrivé à l'orphelinat, en fait, le premier jour, ça a été assez compliqué parce qu'il y avait une odeur assez particulière dans l'orphelinat. Où les enfants, ils avaient tous un peu des affections de la peau. Ils avaient après, ils nous ont dit que c'était de la gale, puis on avait vu que c'était un peu contagieux, donc on a eu un peu... Ah, c'est une surprise quand même un peu. Ouais, une petite appréhension au début. On était là un peu, on se sentait coupable parce que ça nous dégoûtait, quoi. Enfin, c'est triste à dire, mais ça nous dégoûtait. Et puis finalement, ça passe hyper vite. Et après, t'as qu'une envie, c'est de leur faire. Enfin, le dernier jour, on leur faisait des bisous. Enfin, pas que le dernier jour, dès la première semaine, on leur faisait des bisous. Enfin, c'est vraiment attachant. Pendant plus d'1 heure, ils vont écouter le récit des filles et regarder leurs photos pour se faire une idée plus précise de ce qui les attend. Ça, c'est dans le couloir de l'orphelinat, devant les chambres. Et c'est là où sont donnés les repas. C'est pas très très appétissant et elles les gavent le plus vite possible. C'était vraiment à la chaîne. Ces images et ces propos ne choquent pas les étudiants, mais leur confirment à quel point leur mission sera utile à ces enfants. C'est des enfants qui, dès le départ, dès qu'ils naissent et qui sont abandonnés, après ils sont exclus d'une vie... d'une vie, tout simplement, dans le sens où ils n'auront jamais de famille. Après, une fois qu'ils grandissent, ils sont obligés de quitter l'orphelinat et finalement, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont aucune autonomie et il n'y a personne qui s'est occupé d'eux. Et finalement, c'est déjà assez injuste qu'ils aient cet handicap quand ils sont nés. C'est des enfants qui, dès le départ, ils sont exclus. Dans 1 mois, ce sera au tour de Younes, Gatete et Otis d'être plongés au cœur de cet orphelinat. Quel effet le témoignage des filles a-t-il eu sur eux? Certaines choses, elles nous rassurent, d'autres, on s'inquiète encore plus. On parle d'infection et tout, là, de contagiosité, c'est chaud. Mais je trouve ça vraiment, ça rend... J'arrive mieux à imaginer maintenant. À 21 ans, les 3 amis sont bien décidés à se rendre utiles pendant leur mission d'1 mois, mais aussi à faire preuve d'une extrême générosité. Et cela commence dès aujourd'hui. Ça doit être par là, non? Il est 14 h. Ils ont rendez-vous avec Cathy Bianco, la coordinatrice d'un centre de tri de la Croix-Rouge. Ils ont besoin de son aide pour réaliser un projet qui leur tient à cœur. Donc je vous écoute. Nous, on aimerait justement pas seulement aller là-bas les mains vides. Ce qu'on voulait, c'est pouvoir leur amener des vêtements ou n'importe quoi qui pourra un peu les aider. Je vais être pragmatique dans la mesure où on traite ceci en nombre de kilos ou de tonnes. Donc je vais vous demander de combien vous avez besoin. Première bonne nouvelle, Cathy Bianco est prête à les aider. 10, 15 kilos chacun? Ouais, voilà, maximum. Ouais, d'accord, ok. Et après, ce que je vous propose, à la limite, c'est que nous, on va commencer à trier. Est-ce que vous voulez venir voir ce que vous emmenez, trier ensuite ce que vous voulez emmener? Volontiers, on aimerait beaucoup participer à la collecte avec vous et vous aider. C'est souvent la chasse au trésor chez nous. La chasse au trésor, ce sont les étudiants qui vont la mener. 3 semaines plus tard, leur projet se concrétise en découvrant les vêtements qu'ils offriront à plus de 200 orphelins. Ah ouais! C'est pas trop chaud? Ça fait danseuse un peu. Celui-là, il va se mériter. Hein. Genre des numéro 10. Après 1 heure de tri, les étudiants ont rassemblé de quoi habiller tout l'orphelinat. 3 sacs bondés pour un total de... Totalité de 35 kilos. 35 kilos qu'ils vont se répartir. Malgré tout, ils ne risquent pas l'excédent bagages. La compagnie aérienne qui les transportera jusqu'au Vietnam a elle aussi été touchée par leurs gestes et leur a accordé 10 kilos supplémentaires par personne. J'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite un merveilleux voyage. Je vous envie presque. Le départ pour le Vietnam est proche. Les étudiants veulent apporter un maximum de cadeaux utiles aux orphelins qui manquent de tout.
Les habits, ça n'est donc pas suffisant. De retour chez lui, Younes va ouvrir un colis qu'il a reçu suite à son contact avec la plus grande marque suisse de crayons. C'est des crayons gris. Il y a des crayons de couleur après. En fait, c'est la première fois que je l'ouvre et je vois que y a pas mal de crayons, quoi. J'ai été impressionné. Ouais, puis je suis content, quoi. Pas de doute que tous ces cadeaux devraient apporter un peu de bonheur dans la vie des orphelins du Vietnam. Ouais, en tout cas, j'ai hâte d'y être et de voir le visage des enfants, quoi. Mais avant de voir les enfants, il faut passer les épreuves de fin d'année. Depuis plusieurs jours, la vie de Younes, Gatete et Otis se résume à une seule chose, réviser. Nous les retrouverons quelques jours avant leur départ pour le Vietnam. Comment leurs parents vont-ils vivre leur absence? Ça va faire un vide terrifiant. Quel accueil vont-ils recevoir à l'orphelinat et comment vont-ils se comporter avec les enfants? À Fuveau, dans le sud de la France, Agnès vient de récupérer ses enfants à l'école pendant que son mari Laurent est au travail. Valentin, t'as déjà mes assiettes, mon chaton? Maxime, 10 ans, Valentin, 7 ans et Sacha, 3 ans, ont été adoptés en Ukraine dans des orphelinats différents. Aujourd'hui, les 3 enfants se comportent comme des frères biologiques. Cette complicité et ce rôle de maman, Agnès les a attendus pendant 20 ans. Avec Sacha, adopté il y a moins d'1 an, la fusion est totale. Maman, moi aussi, je t'aime, ma chérie. Dès qu'il sent que je suis impatiente, maman Liubliu me dit je t'aime en russe. Il a besoin de tout de suite se faire rassurer. Lorsqu'Agnès et Laurent ont adopté leurs 3 enfants, ils savaient qu'ils souffraient de pathologies diverses. Maxime et Valentin ont été opérés et soignés en France. Mais c'est la santé du petit dernier, Sacha, qui préoccupe ses parents aujourd'hui. À commencer par sa vue. L'un de ses yeux est myope, alors pour le stimuler, il doit porter un patch oculaire 1 jour sur 2. Mais il y a plus préoccupant. Il reste vraiment très très maigre. Depuis bientôt 1 an, Sacha mange autant que ses grands frères, mais son poids stagne. Tu veux que je te le coupe, mon chaton? Non. Alors tu manges. Tu vois, tu me regardes et tu coupes, tu mets à côté de la bouche. Tu sais que tu vois pas bien quand t'as le patch. Sacha est un enfant victime d'alcoolisme fœtal. Sa mère biologique était alcoolique. Sa maigreur en est peut-être l'une des conséquences. Pour l'instant, les médecins qu'on a vus nous ont pas vraiment donné d'explication. Ils sont pas plus inquiets que ça, c'est plus moi qui le suis que les médecins. Touche, c'est moi de touche. On se douche? Oui. Allez. La maigreur de Sacha ne fait plus de doute quand il se déshabille. Une fois rentré du travail, c'est Laurent qui est chargé de la douche des garçons. Oui, tes fesses. Musclore. Musclore, un surnom ironique pour cet enfant de 3 ans. Comment dire, on l'appelle musclore. C'est un petit morceau. Parce que quand on regarde les courbes de croissance, là, ça fait peur. Ouais. Allez, mon chéri. Parce qu'il est quand même loin en dessous des normes. Un enfant de 3 ans pèse en moyenne un peu plus de 15 kilos. Sacha, lui, n'atteint pas encore les 10 kilos. Allez, chérie. Tu vas prendre du bide? L'alcoolisme de la mère biologique contraint aujourd'hui Sacha à être sous surveillance médicale permanente. Allez, viens, musclore. On va à la chambre, on va s'habiller. C'est là. Agnès et Laurent sont préoccupés par sa santé et sa croissance, mais ils ne dramatisent pas. Le tempérament énergique et farceur de Sacha y est certainement pour quelque chose. T'es un vrai pitre. Dans la pièce voisine, Agnès a endossé le costume de maîtresse. Une évidence pour elle qui est professeure des écoles. Elle accorde toujours une attention particulière à Valentin. Je m'assieds de ce côté, dans son oreille qui entend. Non. Sa surdité a entraîné des problèmes de prononciation et de compréhension. Non, c'est pas saut. Non. Élever des enfants à particularité nécessite une disponibilité de tous les instants.
La semaine s'annonce chargée pour Agnès. Mais pour l'heure, il faut une fois de plus rassurer Sacha. Tu vas faire dodo là. Il a du mal à croire qu'il ne rêve pas depuis 1 an. Il y a bien une maman aimante qui veille sur lui. Je reste dans la maison, je pars pas. Je suis juste à côté, je pars pas. Oui. Oui. Voilà. Agnès attendra le temps qu'il faudra avant de quitter la chambre. Ses petits protégés peuvent faire de beaux rêves. Le lendemain matin, à 7h30. Mes chéris, c'est l'heure de se réveiller. C'est le matin. Bonjour mon grand. Maxime et Valentin se réveillent toujours sans difficulté. Mais pas Sacha. Vous connaissez le coquin qui voulait pas dormir? Il se réveille plus. Bonjour Sacha. Chaque matin, Agnès ressent à quel point il est fébrile. Allez, chaton, debout. Là, il tremble dans mes bras. On voit qu'il n'est pas stable sur ses jambes. Il demande toujours à m'asseoir. Il n'est pas bien stable, il tremble. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais il tremble contre moi. Voilà, là, quand il doit faire un mouvement, c'est par à coup. Hein? Du coup, il n'a pas envie, il a envie de rester assis sur moi. Contrairement à ses frères, aujourd'hui Sacha n'ira pas à l'école. Il va subir une série de tests pour contrôler son comportement et son développement. Le bisou à papa? Tu dis au revoir à papa? Chaque jour, Agnès a des priorités. Aujourd'hui, c'est Sacha. Mardi matin. Elle doit parcourir plus de 30 km pour regagner au bagne. Sont venus chez moi pour me serrer la pince. Dans ce centre médico-social, Sacha va passer 1 heure avec des psychologues et des psychomotriciens qui vont observer son comportement avec d'autres enfants. Des séances qui vont s'étaler sur 6 semaines. Chaque fois, Agnès attendra patiemment et chaque fois... Allô, coucou mon amour. Voilà, j'ai laissé Sacha. Voilà, Elle n'oubliera pas de rassurer Laurent. À tout à l'heure mon amour, bisous. Il était inquiet le papa? Peut-être plus que moi, ouais. Je m'inquiète pas trop en amont. Laurent s'inquiète beaucoup plus en amont que moi, ça c'est clair. Et si ça pouvait mal tourner, et si ça, il voit toutes les éventualités qui peuvent mal tourner. Moi j'attends qu'on me dise, là il y a un problème pour m'inquiéter. 1 heure plus tard, la première des 6 séances est terminée. Les spécialistes rendront leur évaluation dans 2 mois. Chaque semaine, Agnès fera le trajet, 60 km aller-retour. Pour s'occuper de ses enfants, elle n'a pas hésité à prendre un congé parental. Elle passe son temps à courir les consultations. De toute façon, la priorité a toujours été que les enfants soient bien, donc je m'arrête le temps qu'il faudra. Que ça dure 6 mois, 1 an ou 5 ans, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est 1 an. On verra à la fin de cette année si ça suffit ou si ça suffit pas. Quelques jours plus tard, Agnès a rendez-vous à Marseille, à l'hôpital de la Timone. L'autre priorité concernant Sacha, c'est de trouver une solution à ses problèmes de poids. Agnès a donc pris rendez-vous avec une endocrinologue. À 3 ans, le petit garçon n'a pas conscience que son état de santé préoccupe autant ses parents. En attendant le rendez-vous, Agnès tente de l'occuper, mais pas facile pour un si petit enfant de patienter dans un tel cadre. Après une longue attente, le médecin les reçoit. C'est un rendez-vous décisif pour Sacha et ses parents. 30 minutes plus tard, le diagnostic confirme ce qu'Agnès pensait. Son problème de poids est expliqué par le fait de l'alcoolisme de la mère biologique. Et finalement, ce n'est pas un problème si gros que ça, puisqu'il est en train de se résoudre tout doucement. Pour en avoir le cœur net, Sacha devra subir de nouveaux examens. On va vérifier quand même qu'il absorbe bien les nutriments avec des examens sur ses reins et une prise de sang pour voir comment il absorbe les féculents. Et puis voilà. Sacha n'en a donc pas fini avec les examens. Mais c'est le prix à payer pour se débarrasser des séquelles héritées d'une mère biologique désespérée. Chacune des semaines d'Agnès est un vrai marathon. Quand elle ne s'occupe pas de Sacha, c'est Valentin qui a besoin d'elle.
Depuis 3 ans, il est suivi par une orthophoniste 2 fois par semaine. Grâce à des exercices ludiques, elle l'aide à corriger son problème de surdité et de prononciation. Mais à 7 ans, il a parfois du mal à se concentrer. Il se gratte la tête. Il se gratte la tête. Oh, et ça, tu sais bien faire, hein, le singe. Oui, en fait, C'est un enfant qui est assez stressé, angoissé. Il est souvent, du coup, très, très, très agité. Et il a besoin un peu de contrôler. Il a un peu du mal, en fait, avec un peu ce qui est autorité, règles. Cours. Valentin ne parlait pas un mot de français lorsqu'il a été adopté. Malgré sa surdité, il a bien progressé. Très, très bien, ouais. Il a très bien participé. La surdité de Valentin a contraint ses parents adoptifs à trouver une solution appropriée pour lui permettre aussi d'être scolarisé et d'assimiler les cours normalement. Aujourd'hui, Agnès rencontre pour la première fois tous les intervenants qui encadrent son fils, dont une psychologue, une éducatrice spécialisée et l'orthophoniste. Tous connaissent le passé de Valentin et les traumatismes qu'il a vécus avant son adoption. Il est à un âge où il peut conscientiser ce qu'il a vécu, ce qui n'était pas le cas quand il était plus jeune, donc il se baladait dans la vie, bon, ma maman est morte, j'étais plus bon. Maintenant il a 6 ans, il peut prendre conscience que ce qu'il a vécu c'est tout sauf anodin. Il a une particularité, cet enfant, c'est qu'il ne fait pas de lien dans les apprentissages. Il fait les choses, mais il ne va pas se les approprier pour pouvoir les transposer d'une activité à une autre. Et ça, c'est forcément en corrélation, en lien direct avec cette cassure, cette violence qu'il a subie quand il était tout petit. Donc ça, c'est des choses, c'est des blessures qu'il faut qu'on l'aide à dépasser. Les difficultés ont commencé à partir des vacances de Toussaint. Il était vraiment dans le processus mis en place a-t-il été utile à Valentin ? Ça, il progresse bien. On voit nettement la différence chaque année. On voit vraiment une bonne évolution. À la sortie de la réunion, Agnès est plutôt rassurée par les commentaires des spécialistes. Ça conforte ce que je pensais. Ils constatent les mêmes difficultés que moi. Et en fait, eux qui sont plus expérimentés que moi dans ces problèmes-là, sont confiants sur l'avenir et sur le fait que oui, effectivement, il a ces problèmes-là, mais il suffit de persister et ces problèmes-là seront surmontés. Les semaines éprouvantes d'Agnès et Laurent pour la santé et l'épanouissement de leurs enfants sont toujours récompensées par des moments de grande complicité familiale. Quand il est près de son papa, Sacha se livre souvent à un petit rituel déroutant. Il se glisse sous le t-shirt de Laurent pour se coller à lui au plus près. Une fois de plus, il cherche à être rassuré et joue les bébés comme s'ils pouvaient naître du ventre de son père. C'est le bébé? Oui. Le bébé qui ne sait pas parler? Gaga. Avec ce câlin, Sacha veut peut-être exprimer qu'il a été marqué par son abandon et que son besoin d'amour est infini. Maxime lui aussi se souvient d'avoir eu son petit rituel. Moi je suis le tété de maman. Oui, comme tu faisais comme les... Et c'est vrai que maman, elle m'aimait tellement beaucoup que son sein, il s'est mis à fabriquer du lait. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est impressionnant. Le plus impressionnant, c'est de constater à quel point la famille est devenue fusionnelle. Mais vous verrez dans quelques instants que le passé des enfants a laissé des traces. Comment Maxime a-t-il vécu son abandon? A-t-il conservé des souvenirs de sa mère biologique? Quand je serai grande, j'aimerais bien la revoir. Vous verrez aussi que le quotidien chargé d'Agnès ne laisse plus beaucoup de place pour les moments à deux. Mais dans quelques jours, Agnès et Laurent vont préparer une surprise à Sacha et mettre un instant de côté les inquiétudes causées par sa santé fragile. Retour à Genève. À la faculté de médecine, Younes, Otis et Gatete s'apprêtent à vivre un moment important. Ils vont savoir s'ils ont réussi leurs examens de fin de 3e année. Là, faut aller voir vite fait parce que... Voilà, quoi. Une bonne nouvelle leur permettrait de partir l'esprit serein en mission dans un orphelinat au Vietnam dans quelques jours. Je suis là, bam, ça. Ok, mais reste gamin. T'as géré mon grand mec, hein. Bonne nouvelle, ils ont tous les 3 réussi. Là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content que ça soit fini, c'est passé.
Bon, on peut partir maintenant au Vietnam, l'esprit tranquille et tout, et ouais, ça soulage vraiment. De retour chez eux, l'heure est aux préparatifs. Dans leur bagage, le plus important, c'est de caser tous les habits récupérés il y a 3 semaines à la Croix-Rouge pour les orphelins. Je me sens un peu comme le Père Noël qui a son traîneau plein de cadeaux. Là, c'est ça un peu. Ma valise remplie que de vêtements, de petits cadeaux qu'on va offrir à tous ces enfants. Et je suis vraiment content d'en avoir déjà bouclé une, quoi. Ça fait plaisir. Pendant 1 mois, ils vont se consacrer à plus de 200 enfants en mal d'affection. À quelques jours du départ, la maman de Gatété ne cache ni son inquiétude, ni son admiration. Il est trop bien, mon fils. Il est très bien. Il aide facilement, il écoute, ça lui ressemble beaucoup. Il faut savoir donner aussi quand on a tout. Hein. Mais il va me manquer. Hein. Ça m'inquiète un peu quand même. Hein. Il faudra qu'il m'écrive souvent, Gad. Des étudiants au grand cœur qui, devant les parents, restent néanmoins de jeunes adultes comme les autres. Pour la maman d'Otis, à quelques jours du départ, le constat est le même. 1 mois sans Otis, c'est quelque chose, hein, je peux vous dire. Donc c'est la première fois qu'elle part si longtemps loin de nous. C'est clair que ça va faire un vide terrifiant ici. Et c'est vrai que des fois je me dis, je vais un peu souffler. Mais dès qu'il est loin depuis 2 minutes, il me manque déjà. Donc ça sera long. En attendant le départ, ce soir, une sortie est prévue. Dernier moment avant le voyage, donc on va essayer de profiter de ça, ce bon moment ensemble. L'un de leurs amis fête son anniversaire de manière intimiste. Un barbecue et un peu de musique. L'idéal pour se changer les idées en douceur après une année studieuse. Dans quelques jours, Otis, Younes et Gatété seront plongés dans l'inconnu. Et peut-être reviendront-ils transformés après leur séjour dans un orphelinat. Quel impact cette mission aurait-elle sur eux et sur les enfants? C'est le grand jour pour les étudiants. Après une 12aine d'heures de vol et 10 000 km parcourus, leur immersion au Vietnam va pouvoir démarrer. Des 2 roues à perte de vue, de l'activité partout. Ho Chi Minh ou Saigon, la seconde ville du pays, offre dès les premières minutes un dépaysement total. Trop de scooters, moi. Priorité de droite et tout, ça n'existe pas. Il est 17h et c'est en taxi qu'ils se dirigent vers leur hôtel. Sur le chemin, petite leçon de vietnamien. Apprendre à compter jusqu'à 10. 5, 6, 9. Je pense que ça peut nous aider pour le premier contact qu'on aura avec les enfants. Je pense que ça peut faciliter. C'est vrai que peut-être par les gestes, on peut déjà un peu communiquer, mais si on a appris quelques petites astuces comme ça pour avoir une meilleure communication, je pense que ça peut nous aider dès le début. La première rencontre avec les enfants est prévue pour demain matin. Pour l'heure, il est temps de découvrir leur hôtel. Une modeste pension familiale que leur ont conseillé les 3 étudiantes venues en mission l'année dernière. Le 36. Arrivés au pied de l'escalier, ils réalisent que leur chambre se trouve tout en haut. Il va falloir monter 3 étages à pied avec des bagages remplis d'habits pour les enfants. C'est ta chambre? Ouais. C'est pas vrai, hein, stylé. Dans leur chambre, certains détails ne les laissent pas indifférents. Comme la couverture. Ou encore la douche. Younes essaie d'en comprendre le fonctionnement. Un pommeau pour le corps et l'autre. Ça, alors, moitié qui coule là et moitié qui coule là. Ah voilà, tu l'ouvres. Il faut pas se tromper, mec. Dans la chambre d'Otis et Gatété, d'autres surprises les attendent. Bah, c'est les champions du karaoké, à ce que je vois. Un micro dans un tiroir, ça tombe plutôt bien. Ils ont apporté avec eux un petit accessoire qui va leur permettre de s'approprier totalement leur chambre. Non, mais c'est de brancher la petite stéréo pour voir s'il y a la musique là. Oh, mais ça marche en plus, hein. Je pense que ça va nous mettre une petite ambiance, ça peut nous rappeler, enfin pas nous rappeler chez nous, mais c'est un peu comme notre chambre. Maintenant, je pense que c'est toujours un plus. Un micro et quelques notes de musique, il n'en fallait pas plus pour que Younes se lâche. On a du mal à l'imaginer au karaoké, hein. On a surtout du mal à imaginer que dans quelques années, ils seront tous les 3 médecins.
Ouais, futur médecin, chanteur, danseur, polyvalent quoi. Pour leur première soirée, direction le centre-ville, en transport local. Premier repas dans un restaurant de rue très typique au Vietnam. Il y a des limaces là. Où les plats n'excèdent pas 3 €. Nos étudiants se sont fixés un budget pour leur séjour d'1 mois. Vu qu'on est des étudiants, on n'a pas non plus beaucoup d'argent. Quand même, on va pas aller se faire plaisir chaque soir, aller dans des grands restaurants et tout. Le budget par jour, on va dire, pour tout, nourriture, tout compris, c'est 10 € par jour. Une première soirée dépaysante. Demain, l'ambiance de l'orphelinat sera bien différente. Mais l'impatience les gagne déjà. Moi, maintenant que je suis arrivé vraiment dans la ville et tout, j'ai vraiment trop hâte d'aller voir les enfants, franchement. Là, je me dis, ils sont juste à quelques kilomètres de nous. Et j'ai juste hâte d'être à demain, d'avoir le premier contact avec eux. Et... ouais, franchement, je suis tout excité, franchement. Si ce soir, c'est l'insouciance qui prime, comment se déroulera le premier contact avec les enfants ? Le lendemain matin, à 7 h, le lever a été un peu difficile, mais qu'importe. Pour venir en aide aux orphelins, les 3 amis sont prêts à faire tous les efforts. Équipés de leurs sacs remplis d'habits pour les enfants, ils sont en route pour leur première rencontre. Une demi-heure plus tard, ils arrivent à l'orphelinat. Alors qu'ils appréhendaient d'être confrontés à des enfants en souffrance, ils découvrent une situation qu'ils n'auraient jamais imaginée. L'orphelinat est en fête. Des dizaines d'enfants valides ou handicapés de tous les âges sont rassemblés pour fêter les anniversaires. Au micro, la directrice de l'établissement prend un réel plaisir à distraire les enfants. Grâce au soutien de l'association française Un projet pour tous, elle tente d'organiser régulièrement des petits événements comme celui-ci, qui permettent de changer le triste quotidien de ces enfants privés de parents. Nos étudiants ne vont pas rester inactifs bien longtemps. À peine les présentations terminées, ils vont vivre leurs premiers échanges avec les enfants. Commencer à créer des liens et peut-être aussi à s'attacher à eux. Je tiens la tête. C'est le plus turbulent, lui, je crois. C'est le foufou du groupe, Il y a déjà des petites affinités qui se font avec quelques petits, quoi. Et ils sont vraiment très contents de nous voir, ils sont très heureux, et puis nous aussi. Tous ces airs de fête, on n'oublie jamais le fait qu'on est justement dans un orphelinat et que ces petits, peut-être qu'ils sont là depuis longtemps, ils vivent, ils n'ont jamais eu de famille ou quoi que ce soit. Alors ce qu'on aimerait faire, c'est sûr, c'est partager le plus de moments avec eux, leur donner tout ce qu'on a. Vraiment, c'est pour ça qu'on est venu. Leur donner de la joie, du bonheur et faire des activités avec eux pour qu'ils retirent quelque chose de notre passage ici, tout simplement. Mais après la fête, la réalité reprend le dessus. Voici Sœur Lucienne, dévouée à cet orphelinat depuis 22 ans. Elle leur propose une visite en français. Ça, c'est la salle d'infirmier. Dès que les étudiants franchissent les portes des multiples salles, ils sont littéralement assaillis par les enfants. On est dans une autre salle. Bah moi. Pendant plus d'1 heure, ils vont vivre des émotions fortes et prendre conscience des besoins de l'orphelinat, qui accueille actuellement 237 enfants, dont 60% d'handicapés lourds ou légers. Les gestes des nounous ressemblent parfois à du travail à la chaîne, car elles manquent cruellement de matériel et de personnel. C'est pas facile pour eux, chaque enfant aurait besoin vraiment de beaucoup d'attention pour le stimuler. Malheureusement, il n'y a pas assez de personnel pour ça. Donc d'être là et de savoir qu'on peut... franchement, il y a presque rien à faire pour eux. C'est vraiment dur de dire des choses comme ça. Mais... Pourtant, tous ne sont pas laissés pour compte. Celui-là, c'est un sourd-muet. Il va partir en adoption.
cet enfant va échapper à la vie en orphelinat et grandir au sein d'une famille. Paradoxalement, c'est son léger handicap qui lui donne cette chance-là. Car depuis 2005, les autorités vietnamiennes favorisent en priorité l'adoption d'enfants dits à particularité, ou grands. Quant aux petits, ils sont proposés aux Vietnamiens, pourtant moins nombreux que les étrangers à adopter. Résultat, les enfants passent souvent des années à attendre une famille qui parfois n'arrivera jamais. La visite se poursuit dans la salle des nourrissons. Le nombre impressionnant de bébés prouve que les abandons sont très fréquents dans ce pays. La pauvreté et le désespoir poussent parfois certains parents au pire. Je me rappelle une fois, il y a 3-4 ans, il y a un enfant dans le sac. Mais le sac, comme ça, il m'a mis devant l'orphelinat. Mais le gardien ne savait pas, seulement vers 9h, quand le soleil vient, et l'enfant commence à bouger, ils ont trop faim. Et puis la directrice, elle est sortie, elle a ouvert le sac, c'est un enfant abandonné. Cette visite aura permis aux étudiants de comprendre à quel point leur présence sera utile à tous ces enfants. C'est maintenant l'heure de la sieste. Les étudiants en profitent pour offrir les habits qu'ils ont rapportés de Genève. Oh, ça c'est joli, hein? Très joli. Ah oui, elle va donner à une enfant trisomique, Down. Oh, c'est joli, hein? Con bông có thấy rồi. Ici, il faut suivre un certain protocole. D'abord faire un tri avec la directrice et sœur Lucienne, avant d'organiser une distribution officielle aux enfants qui aura lieu demain. Les enfants seront très très contents en recevant tous ces cadeaux-là, tous ces vêtements. La première matinée s'achève. Sur le trajet du retour, les émotions fortes ont épuisé Otis, Younes et Gatete. La misère qu'ils viennent de côtoyer contraste durement avec une partie de la ville qui semble tourner vers un autre monde. Cette première matinée, émotionnellement, c'était quand même assez intense. Puis de pouvoir prendre un petit peu de recul, ça, je pense que ça fait du bien pour mettre les choses en place gentiment. Et ça peut clairement nous aider à mieux affronter les journées qui vont venir. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est se reposer. Dans quelques instants, nos étudiants vont partager des moments forts avec les orphelins, notamment lors d'une sortie dans un cadre paradisiaque. Comment vont-ils se comporter au fil des jours? Quel impact leur présence aura-t-elle sur les enfants? Vont-ils parvenir à laisser une trace de leur passage? En Provence, nous retrouvons Agnès qui passe ses journées à s'occuper de ses 3 enfants adoptés en Ukraine, malgré leur santé fragile. Quand elle ne court pas les rendez-vous chez les médecins, elle a largement de quoi faire à la maison. Quand on était que tous les deux, je faisais tourner le linge, je le faisais même pas tous les jours, je le faisais peut-être 4 fois par semaine. Et là, c'est 1 ou 2 fois par jour. Voilà, donc évidemment, ça fait 14 fois dans la semaine, quoi. C'est pas pareil. Il y a souvent des lessives où il n'y a rien comme vêtements des parents, c'est tous les vêtements des enfants. Depuis l'arrivée de Sacha, Agnès s'est arrêtée de travailler le temps qu'il faudra. Un sacrifice, diraient certains. Une démarche naturelle, selon elle. Je n'ai pas l'impression de me consacrer uniquement à mes enfants, quoi. Non, j'ai vraiment pas cette impression-là. J'arrive à garder du temps pour moi. Bon, c'est sûr que là, il y a quelques années où la priorité, la majorité du temps, c'est pour les enfants, mais ça me pèse pas du tout. C'est toujours ce que j'ai toujours voulu, donc non, ça me pèse pas. Les enfants sont devenus sa raison de vivre. Dans la maison, sur les murs ou les meubles de toutes les pièces, des dizaines de photos racontent l'histoire de 3 adoptions et font l'éloge de leur bonheur. Outre la gestion d'une tribu active et le suivi médical des enfants, Agnès et Laurent sont depuis peu confrontés à une autre problématique propre à la plupart des enfants adoptés, le questionnement autour de leurs origines. À 10 ans, Maxime est préoccupé par son passé et hanté par sa mère biologique. Ma mère vient m'abandonner parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Et quand je serai grande, j'aimerais bien la revoir. Elle s'appelle Ludmila. Et elle est jeune, je pense encore. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Si elle a déménagé, si elle a déménagé de pays, si... Je sais pas. Maxime n'a pas de souvenir précis de son abandon.
mais il a souvent fait des cauchemars. Pour l'aider à extérioriser ses angoisses, il y a quelques années, une psychologue lui a conseillé d'écrire une lettre à sa mère biologique. En fait, je voulais communiquer avec elle pour lui dire, mais j'étais trop timide. Je savais dans ma tête ce que je voulais lui écrire en lettres. Alors je me suis dit non, je vais pas lui écrire, j'attendrai quand je serai plus grand, que je serai plus trop timide, que je pense que là je pourrais aller la voir. Qu'est-ce que tu avais envie de lui dire? De lui dire si elle m'aimait toujours, si elle m'avait pas oublié, si elle était célibataire, si... plein de choses. Lors des consultations, la psychologue écrivait sous la dictée de Maxime. Où je vivais avant? À la campagne ou dans un village? Est-ce que tu as d'autres enfants? En tout oui ou non? Cette lettre, Maxime n'a jamais voulu la poster. Le simple fait d'avoir mis sur papier ce qu'il avait sur le cœur lui a permis d'être plus serein. Et grâce à ses copains d'école, il a compris que ses origines et sa belle tunique ukrainienne pouvaient dans certains cas devenir des atouts. Il y en a qui me disent c'est pour draguer les filles. Moi j'étais là-bas dans les Pyrénées, j'ai fait une boum et là, avec les filles. J'étais passionnée. Quelques jours plus tard, c'est à Marseille que nous retrouvons Agnès et Laurent. Il y a des trucs pour les petits. Dans quelques jours, Sacha aura 4 ans et fêtera aussi sa première année en France. Aujourd'hui, ses parents cherchent des idées pour un cadeau. Les toboggans. Ouais, mais il y a déjà tout. C'est le souci des 3e enfants. Parce qu'on cherche en fait à faire un cadeau groupé, la famille. D'accord, justement. on va faire un beau cadeau. Voilà. Bah, sinon, après, si vous avez la place ou quoi, c'est vrai qu'on a les quads, les choses comme ça. Oui, la place, on l'a. Oui, donc ça, c'est bien. Malgré ses problèmes de poids, Sacha a un tempérament actif qui facilite le choix du cadeau. Pour Sacha et comme pour ses frères, d'ailleurs, ils ont vraiment besoin de se dépenser à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est le genre de jouet qui peut être bien utile à son âge. Une fois le cadeau trouvé, direction un restaurant en bord de mer où le couple a décidé de s'octroyer un petit tête-à-tête. C'est des moments rares, comme pour beaucoup de familles nombreuses. C'est vrai que c'est assez difficile de trouver des moments tranquilles et on en profite d'autant plus à deux quand ils sont à la cantine ou autre de pouvoir gérer le quotidien ou prendre un peu de temps pour nous, mais c'est rare. Ces moments les replongent inévitablement 20 ans en arrière. Le jeune couple d'amoureux qu'ils formaient se trouvait confronté à une dure réalité, l'impossibilité de procréer. C'est que ça a été difficile. Tous les tests, les spermogrammes, c'est par l'insémination, les fécondations in vitro. On ne se rappelle pas des mauvais moments. Mais... J'allais dire, c'est dingue comme on peut oublier tout ce qui est mauvais moment. C'est incroyable. Tout le parcours médical, c'était un calvaire quand on l'a vécu, mais maintenant, j'y repense. Depuis qu'ils ont adopté 3 enfants, ce cauchemar fait partie du passé. Mais chaque fois qu'ils évoquent leur parcours et le bonheur qu'ils ont réussi à atteindre malgré tout, c'est toujours l'émotion à fleur de peau. C'est vrai que tout ce qu'on a vécu et tous les mauvais souvenirs, maintenant, ils sont loin derrière. Et comme on dit, il n'y a rien de mieux qui peut effacer tout ça quand on entend... Les petits pas dans le couloir. Quand on entend les petits pas des enfants qui courent dans le couloir ou quand on entend tout simplement papa et qu'on en a rêvé pendant des années et on a cru pendant des années que ça n'arriverait jamais et que d'entendre ces petites voix qui appellent papa, il n'y a rien de plus beau. Aujourd'hui, rien n'est plus important dans la vie d'Agnès et Laurent que leurs enfants. Les inquiétudes engendrées par leur état de santé ne sont rien comparées au calvaire qu'ils ont enduré pendant 20 ans avant de devenir parents. Leur plus grand bonheur, c'est de voir s'épanouir leurs 3 garçons. Ils savent qu'avec leur santé fragile, ils étaient condamnés à la vie en orphelinat, car peu de futurs parents sont prêts à s'engager en adoptant des enfants vulnérables. Sur le tatami, lorsque Laurent observe Maxime et Valentin débordant de vie, il sait à quel point l'adoption a été une chance pour ses enfants. Le
plus important, c'est qu'ils arrivent à avoir une vie dans l'avenir, une vie autonome, d'arriver à ce qu'ils se débrouillent malgré les problèmes médicaux qu'on a eus, malgré leur passage à l'orphelinat, qu'ils arrivent à avoir la suite. La plus grande victoire d'Agnès et Laurent, c'est de voir que leurs enfants, qui n'ont aucun lien biologique, se comportent aujourd'hui comme des frères naturels. Et ce n'est pas Maxime qui dira le contraire. J'aime bien faire le judo avec Valentin parce que parfois je lui apprends des choses comme ça. Et c'est plutôt un rôle d'un grand frère d'expliquer aux petits qu'il ne faut pas faire ça. Là, tu me passes à Ongueza. Voilà. Ça dépasse tous les rêves qu'on pouvait avoir, de les voir évoluer, d'être témoin et puis de faire partie de cette histoire, c'est ce qui est encore plus énorme. Dans quelques instants, Agnès et Laurent vont faire une pause entre les nombreux rendez-vous auprès des spécialistes et réunir toute leur famille pour témoigner leur amour à Sacha. Vous verrez aussi comment Maxime, Valentin et Sacha expriment leur attachement à Agnès et Laurent, qui leur ont permis d'intégrer une famille fusionnelle et d'en finir avec la vie en orphelinat. Maman chérie. Oui, il y a écrit la maman chérie. La journée s'achève à Ho Chi Minh au Vietnam. Younes, Otis et Gatete, des étudiants en médecine âgés de 21 ans, effectuent un stage de 3 semaines au sein d'un orphelinat pour changer le quotidien d'enfants qui ne seront peut-être jamais adoptés. Leur première matinée a été chargée en émotions. Alors en cette fin d'après-midi, c'est en plein centre-ville que nous les retrouvons. Une plongée dans l'ambiance locale, rien de tel pour se changer les idées. Dans le jardin public, ils découvrent un sport qui les intrigue. On n'a jamais vu ça, nous. Donc ça fait drôle de voir ça et puis ça nous donne envie de tester. Pour commencer, il faut acheter l'accessoire indispensable, un volant comme au badminton, et tenter de faire aussi bien que les Vietnamiens. Très vite, leur style ne passe pas inaperçu et ils sont rejoints par de nombreux joueurs. Puis par un groupe d'étudiants en tourisme. Otis, Younes et Gatete sont incontestablement l'attraction du jour. Entre 2 matinées à l'orphelinat, leur sortie aura été remarquée. Le lendemain, à 7h du matin. Le deuxième jour d'intervention commence pour les étudiants. Devant l'orphelinat, le personnel s'agite, car aujourd'hui, une excursion est organisée pour une 50aine d'orphelins. Les enfants sont placés dans des petits vans et c'est parti. Pendant l'heure de pointe, le trajet est une véritable expédition. « 30 minutes de route plus tard, le convoi arrive dans un cadre paradisiaque. Un restaurant avec piscine dans un jardin luxuriant, privatisé quelques jours par an pour offrir un peu de plaisir aux orphelins. Quelques gestes essentiels, un peu d'échauffement, un sourire pour immortaliser le moment et tout le monde se jette à l'eau. Moi, je pense que le fait de sortir de l'orphelinat pour eux, c'est vraiment voir autre chose, c'est penser à autre chose, un peu se déconnecter même de leur vie de tous les jours. Et puis là, c'est sûr qu'on est dans un cadre super joli, ils sont tous ensemble réunis pour s'amuser. Donc pour un enfant, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça, quoi. Cette activité est rendue possible grâce au soutien de bénévoles et à l'action de l'association Un projet pour tous. Pour changer le quotidien des orphelins, les étudiants vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand on joue avec eux, franchement, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut être à fond dedans, il faut oublier que ce sont des orphelins, pas oublier dans le sens où on ne le sait pas, mais c'est juste que quand on rigole avec eux, on voit qu'ils sont joyeux, on profite de cette joie et on essaye de l'améliorer même, de profiter du moment présent. Mais inévitablement, ces moments auprès des orphelins les renvoient à leur propre parcours. En voyant tous ces enfants, incontestablement, on pense à notre enfance. Et on compare. Sans le vouloir, on compare. Et on voit que vraiment, nous, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. On a eu tout ce qu'il faut et on a encore tout ce qu'il faut.
que ça soit déjà un toit où dormir. Eux, ces enfants-là n'avaient pas de toit où dormir. C'est pour ça qu'ils sont dans l'orphelinat, ni parents. En les voyant comme ça nous fait de la peine. On aimerait faire quelque chose pour changer. Et peut-être le seul truc où on peut se sentir un peu coupable, c'est le fait qu'on est plutôt impuissant, je dirais. Face à ça, on ne peut pas changer, on peut essayer d'apporter des petites choses et peut-être que le tout va améliorer la situation, mais on sait très bien qu'on ne peut pas changer les choses. Malgré leur impuissance, ils veulent voir l'aspect positif de leur présence aux côtés des orphelins. C'est triste qu'ils soient orphelins, mais le fait qu'ils soient tous ensemble, on voit vraiment c'est comme une grande famille. Et c'est vrai que quand je les vois tous ensemble s'amuser, là comme quand on était à la piscine, ça me rappelle à l'époque où je partais en vacances, en famille et jouer avec mes frères. En côtoyant ces enfants, les étudiants ne peuvent que penser aux liens qui les unissent à leurs parents et aux comportements qu'ils ont pu avoir pendant leur adolescence. Personnellement, j'ai pas vraiment eu de petites phases rebelles durant mon adolescence. Mais c'est vrai que j'ai vu mes frères qui ont eu leur phase et je me dis que c'est vraiment bête tout ça. Se rebeller contre ses parents, s'en aller contre eux parce qu'ils ne comprennent pas, soi-disant. Alors que quand je vois tous ces enfants qui n'ont même pas la chance d'avoir des parents, et nous on se permet de leur répondre mal, de se plaindre. Franchement, c'est vrai que là, on se remet facilement en question quand on voit tous ces enfants-là. C'est l'heure de la pause déjeuner. Si la langue est une barrière, les étudiants ont trouvé d'autres manières de se rapprocher des orphelins. Gatete enchaîne les bras de fer. Et Younes pense que la musique est le meilleur moyen de se faire des amis. Quoique... Il a pas aimé, hein. Ça marche pas à tous les coups. De son côté, Gatete est tout simplement devenu l'homme à battre. Cette matinée aura permis aux étudiants de divertir les orphelins en leur apportant tout simplement de l'attention comme ils en reçoivent si rarement. Quelques heures plus tard, de retour à l'orphelinat, ils vont pouvoir faire une belle surprise aux enfants. La distribution des habits et des crayons qu'ils ont rapportés spécialement de Genève va démarrer. Pour l'orphelinat, c'est un véritable événement. Moi, je suis content qu'ils aient réuni tout le monde, qu'ils aient fait ça, qu'ils aient rendu ça assez important comme ça. Voilà, toutes les directrices sont là, tous les enfants sont réunis, puis au moins on fait ça tous ensemble, quoi. C'est plus fun. Les centaines de crayons qui s'étalent font immédiatement le bonheur de tous les enfants. Habitués à partager le peu de cadeaux qu'ils reçoivent, ils sont heureux de pouvoir profiter individuellement de ces crayons multicolores. De son côté, la directrice charge les étudiants d'offrir eux-mêmes aux nounous les habits qu'elles distribueront aux enfants. Un cadeau précieux pour cet orphelinat qui manque de tout. L'agitation et les cris de joie prouvent que les étudiants avaient vu juste. Leur réaction est au-delà de nos attentes. Et alors là, c'est exactement ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait. Je pense que le fait que ces enfants-là particulièrement soient très très contents, c'est peut-être aussi d'une certaine manière parce qu'on fait vraiment attention à eux et on leur prouve qu'ils existent et qu'ils comptent pour les gens tout simplement. Donc ils se sentent vraiment qu'ils existent puisqu'ils ont quelque chose qui leur appartient, on leur a apporté des choses quand même assez bien, on a essayé et je pense que c'est pour ça qu'ils sont très contents et qu'ils nous ont remerciés vraiment d'une manière vraiment exhaustive. Comme ça faisait vraiment plaisir. La journée à l'orphelinat s'achève avec les images des enfants rayonnants. Les 3 étudiants leur ont apporté, l'espace d'un instant, une dose de bonheur rare et précieuse. Le lendemain, nous les retrouvons dans une ambiance totalement différente. Pendant leur séjour, les étudiants sont décidés à se rendre utiles, mais aussi à profiter de leurs 21 ans. Ce soir, c'est leur premier samedi sur place. Ils sont donc de sortie. Pour ce premier samedi soir, on a décidé d'un peu voir entre guillemets un petit peu la vie nocturne d'ici. Je pense qu'on va aller peut-être dans un petit endroit sympa, peut-être où il y a des jeunes, on ne sait pas exactement encore, on ne connaît pas très bien les lieux, mais passer une petite soirée comme ça entre nous, découvrir aussi la vie de la nuit.
De toute façon, on va pas faire de folie, quoi que ce soit. C'est vraiment juste un petit peu décompresser ce soir. Et je pense que c'est tout à fait compatible avec la vie à l'orphelinat. À Ho Chi Minh, les nuits sont certainement bien différentes de celles de Genève. Il est 23h et dans le centre-ville, le quartier qui rassemble bars et clubs pour touristes est déjà très animé. Nos étudiants vont vite découvrir les coutumes locales. Impossible de passer devant un établissement sans se faire solliciter. Un bar avec terrasse attire leur attention. La carte semble les intéresser, à moins que ce ne soit autre chose. À peine installés, ils ont la surprise de voir plusieurs jeunes filles, qu'ils avaient prises pour des serveuses, s'asseoir à leur côté sans leur avoir demandé leur avis. Elles semblent séduites et veulent être remarquées. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est que les étudiants leur paient des consommations, pour commencer. Une situation à la fois gênante et amusante pour nos étudiants. Débriefing quelques heures plus tard. Voir des jeunes filles comme ça qu'on connaît même pas, qui s'assoient à côté de nous, qui nous parlent et tout, on comprend pas trop pourquoi, et c'est ça qu'il faut un peu se méfier. Franchement, elles étaient vraiment super cool, elles nous ont pas mis la pression pour quoi que ce soit. Au début, on était un peu méfiants, mais après, ça allait, c'était vraiment sympa. Une fille qui vous sourit, il y a plusieurs solutions, mais si elle vient là et puis qu'après elle se pose comme ça, un peu dans son monde, je pense qu'on comprend assez rapidement qu'elle a d'autres objectifs ou d'autres choses en tête. Son comportement, il était quand même un petit peu suspect. Du coup, c'est vrai que ce petit manège, on l'a rapidement démasqué, on va dire. Mais bon, ça fait partie du folklore, on va dire. Leur première soirée leur aura au moins permis de comprendre les codes de la vie nocturne à Ho Chi Minh. Non, on est bien préparés à la prochaine sortie. Mais ce qu'ils retiendront surtout de leur première nuit en centre-ville, ce sont des images marquantes. Dans la rue, les enfants travaillent quel que soit leur âge, au milieu des touristes qui semblent indifférents. Une fillette n'hésite pas à s'approcher d'Otis en pleine conversation, le laissant totalement désemparé. Impuissance. Quelques mètres plus loin, la maman surveille, sans scrupule. Pour survivre, c'est encore l'enfance qui est sacrifiée. J'ai l'impression que si on leur donne de l'argent, on va encourager leurs parents à les envoyer nous apitoyer comme ça. C'est un peu une situation problématique, on va dire. Bon, ça, c'est des choses qu'on rencontre dans ce genre de pays. Ça change pas que, même si on ne les donne pas, que ça fait de la peine de voir ça. Dans quelques instants, retour à l'orphelinat pour les 3 étudiants. Ils vont devoir intervenir auprès d'enfants handicapés et de bébés en manque d'affection. Comment vont-ils concrètement aider les orphelins ? Quand viendra l'heure du départ, comment vont-ils réagir en quittant ces enfants auxquels ils vont inévitablement s'attacher ? Quels souvenirs garderont-ils de tous ces enfants sans famille ? Retour à Fuveau, en plein cœur de la Provence, un dimanche matin. Il est 8h et chez Agnès et Laurent, la maison est encore calme. Jusqu'à ce que leurs 3 fils adoptifs apparaissent après une bonne nuit de sommeil. Coucou mes chéris. Bonjour Sachou. Comme chaque dimanche, Sacha, Valentin et Maxime plongent dans le lit de papa et maman pour une séance de câlins collectifs. Et toi, ma famille ? Elle a bien dormi? Bien dormi. Pour devenir parents et vivre ces moments de tendresse, Agnès et Laurent auront dû se battre 20 ans. Quand on est comme ça et qu'on se souvient comment on était il y a 10 ans, on pense à l'amour, oui, ma chérie, exactement. Voilà, on pense à tout l'amour qu'on reçoit et on est bien content que les autres moments soient derrière nous. C'est exactement ça pour nous, le bonheur. Avec une majuscule, oui, avec une majuscule. Mais aujourd'hui, les câlins ne vont pas durer trop longtemps. Aujourd'hui, on fête les 4 ans de Sacha. Non. Sacha, il a 4 ans aujourd'hui. C'est quoi 4? C'est ça? Pour ce petit événement, de nombreux invités sont attendus. Tout doit être prêt dans quelques heures. Heureusement, la sœur d'Agnès est arrivée la veille. En famille, les préparatifs vont bon train. À l'abri des regards, Laurent prépare le cadeau qui sera bientôt offert à Sacha.
Aujourd'hui, ils vont essayer de mettre de côté les inquiétudes liées à la santé de Sacha. Là oui, aujourd'hui, on va dire, c'est la fête. Pour lui, c'est 4 ans, c'est tout ce qui est médical. C'est vrai que on attend encore certains résultats, mais c'est vrai que la plupart du temps, on va mettre tout ça de côté, et puis on va le voir, lui, s'amuser. Heureux. En cuisine, Agnès a préparé une vingtaine de plats. Tartes, terrines, rôtis, pizza ou beignets. La moindre réunion de famille prend toujours des proportions astronomiques. Et pour cause. Réunir une partie de ma famille, ça veut dire... là, on n'est pas nombreux, mais on est 25, parce que j'ai 6 frères et sœurs. Et tout le monde a des enfants. Laurent a un frère, donc c'est vrai que quand les réunions de famille se produisent, on est obligatoirement au minimum 15 et la plupart du temps 25 à 30. En étant adoptés par Agnès et Laurent, les enfants ont aussi intégré toute une famille au grand cœur. Un environnement stable, idéal pour leur faire oublier les années à l'orphelinat. De son côté, Agnès, elle aussi, est une femme comblée. J'ai mis mon collier de maman. Mon collier spécial. Chaque fois qu'on a eu un enfant, Laurent m'a offert une petite breloque. Et j'en ai une en plus pour ma première fête des mères aussi. Parmi les membres de la famille présents, il y a Anne, la sœur d'Agnès, qui vit à Grenoble. Elle se réjouit de voir à quel point la vie d'Agnès et Laurent a changé. Alors quand je les vois comme ça, avec tous les trois là, très vivants, très famille complète, 3 frangins, à titre personnel, je suis rassurée. Ça y est, ils ont leur famille, je pense que ça y est, ils vont évoluer comme tout le monde, avec les suivis qu'on peut avoir. Oui, je dirais quelque part, c'est mission accomplie. Pourtant, elle n'a rien oublié des voyages en Ukraine. La première fois, c'était pour l'adoption de Valentin. Équipée de sa caméra, elle saisissait chaque seconde de ce moment unique. Une émotion qui est restée intacte 5 ans après. J'ai filmé et moi j'ai eu une très grosse émotion quand je les ai filmés tous les 4. Et voilà, quand j'en parle, c'est terrible. À chaque fois, oui, ça a été très très fort de 2 minutes. J'aurais pas cru. Acrobate, oui, acrobate. Oh, que c'était beau, ce regard. Je savais que c'était très important pour eux d'avoir un enfant et ensuite d'avoir une famille. Et là, avec Valentin, ça commençait déjà à faire une famille, puisqu'il y avait papa, maman, les 2 enfants. Voilà. Et moi, j'étais là, je sais pas, c'est peut-être comme assister à un accouchement, je pense, quelque part, puisque c'était l'arrivée de Valentin dans la famille. Le soulagement d'Agnès et Laurent a été partagé par toute la famille, qui a toujours été solidaire de ces adoptions. Pour nous, c'est le bonheur. Ah oui, c'est une joie. On a vraiment l'impression d'avoir réussi notre vie. Ça y est, le travail est fait. C'est bientôt l'heure du dessert. Une première surprise se prépare pour Sacha. Aidé d'Agnès, ses frères lui ont confectionné un gâteau spécial en forme de château fort. Quand ils sont comme ça autour de moi et qu'ils mettent l'animation, je me dis que j'ai bien fait d'insister, de m'acharner à avoir ma famille. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de combler Sacha de bonheur. Tiens, on va l'ouvrir ici. Un bisou d'abord. C'est pour moi. Sacha, regarde. Sacha, Valentin et Maxime ont eu la chance de croiser la route d'Agnès et Laurent, mais aussi d'être adoptés par une grande famille aimante. Malgré les tracas liés aux problèmes de santé, Agnès et Laurent préfèrent ne voir que les progrès considérables accomplis par Sacha en 1 an. Il y a 13 mois, on nous disait il ne dit pas un mot, il ne prononçait pas un mot même dans sa langue maternelle, et maintenant c'est une pipelette, on lui demande de se taire. Il était renfermé, maintenant il va chez les autres, il va vers tout le monde, il est rassuré. Ça ne l'empêche pas de s'opposer quand il n'est pas content, de taper du pied pour demander ce qu'il veut, des choses qu'il n'avait jamais faites avant. Il les a apprises d'une façon, à une rapidité vraiment phénoménale.
La journée aura marqué une pause dans la succession de rendez-vous chez les spécialistes. L'énergie de Sacha et celle de ses frères suffisent à Agnès et Laurent pour leur prouver qu'ils ont eu raison de tout faire pour offrir une vraie vie à ses enfants. Aujourd'hui, rien ne compte plus que de voir leurs 3 garçons aussi épanouis. C'est vrai que c'est beau de les voir. Il faut dire que ça fait aussi longtemps qu'on l'a voulu, notre famille. Ça fait... On a mis 25 ans à l'avoir, mais on l'a eu. Au Vietnam, à l'orphelinat de Go Vap, Otis, Gatete et Younes, 3 étudiants en médecine de 21 ans, se sont portés volontaires pendant 3 semaines pour changer le quotidien d'enfants privés de famille et leur apporter de l'affection. Leur 3e journée démarre dans une salle qui réunit des enfants avec des problèmes de motricité. Non, 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 non. Voilà. Tu te rends compte, pour nous, marcher, c'est vraiment un truc basique. On voit que pour certains enfants, c'est le truc le plus difficile. Et c'est vrai que voir ça, ça remue un peu. En stimulant leurs muscles, ils espèrent au fil des jours leur apprendre à marcher. Déjà petit à petit, avec cette fille, ça fait quelques minutes que je suis avec elle et je vois que ça va de mieux en mieux. Cette fille est handicapée à 8 ans. Il y a 10 mois, elle était incapable de marcher. Grâce à l'action quotidienne de certains volontaires et du personnel, elle a fait des progrès considérables. Je pense et j'ai vraiment espoir qu'on puisse voir des progrès. Que comme ça, on se dit, on a fait quelque chose, on a aidé concrètement les enfants. Enfin, c'est sûr que de toute façon, je pense que si on partage des moments de joie, tout ça, de toute façon, c'est bien, c'est sûr. Mais si on peut faire quelque chose qui leur sert concrètement pour leur vie, donc si on arrive à, ne serait-ce qu'à en aider un à marcher, enfin, pour moi, ce serait vraiment magnifique, quoi. Pendant qu'Otis et Gatete s'affairent à masser ou divertir des enfants, Younes a repéré un équipement très utile pour stimuler les membres. La fillette semble apprécier. Alors il poursuit en essayant de lui montrer ses talents. Mais il a 3 semaines pour s'entraîner. Pendant ce temps-là, la vie de l'orphelinat suit son cours. Pour instruire et occuper les 237 enfants, une salle de classe a été aménagée. Dans le rôle de la maîtresse, voici Tibi. Elle a 25 ans et elle a grandi dans cet orphelinat puisqu'elle aussi a été abandonnée par ses parents. Elle fait aujourd'hui partie des rares orphelins à pouvoir envisager un avenir et une vie normale. Quand les enfants sont joyeux, sont contents, elle aussi, elle est contente pour son travail. Tous ne connaissent pas le même destin. Lorsqu'un orphelin atteint sa majorité, il doit quitter l'orphelinat et se prendre en main. Quelques minutes plus tard, au même étage, c'est l'heure pour l'un des médecins d'intervenir dans l'infirmerie des bébés. Avec un matériel rudimentaire, il tente d'apporter des soins à ce nourrisson abandonné il y a quelques jours. Au mur, un tableau répertorie plus d'une trentaine de bébés arrivés récemment et prouve que les abandons sont courants au Vietnam. Sur un lit, une photo, celle d'un couple dont on ignore l'origine. Ce sont les futurs parents adoptifs d'un de ces enfants. Un heureux élu parmi tant de petits êtres qui ne demandent qu'à avoir un papa et une maman. Pour nos étudiants, ce constat est accablant. En son parent, on voit qu'il y a un gros manque, il y a une grosse lacune qu'il faut essayer de compléter. Donc une lacune au niveau sentimental, affection, amour, attachement. C'est vraiment dommage que ces enfants n'aient personne pour essayer de combler ça. Savoir qu'ils ne vont jamais être adoptés à cause d'une loi, franchement, je trouve ça vraiment triste. Tant que le Vietnam n'assouplira pas sa politique d'adoption internationale, les orphelinats ne sont pas près de disparaître. Il est 11 h. Nos 3 étudiants sont attendus pour une mission délicate. Alors là, on va essayer de biberonner un peu les tout petits bébés.
Moi, j'avoue que je les sens tellement fragiles que je vais essayer d'aller tout doucement. Donner un biberon n'est pas toujours chose facile. Mais quand il y a autant de bébés à nourrir, cela devient un vrai casse-tête. Mais ouais, il a pas trop soif, hein. Non plus. Bah, franchement. Moi, j'aime trop les enfants. Alors les bébés encore plus. Depuis tout petit, dès que je voyais des enfants, des bébés, je courais vers eux. Je courais vers eux pour m'amuser un peu. Et puis... Donc ouais, moi de toute façon, j'aimerais avoir pas mal d'enfants, quoi. À présent, il faut passer à l'étape suivante, le coucher des bébés. Un moment délicat, parfois difficile pour tous les enfants. T'as pas aimé ça? Plus encore quand ils n'ont pas de papa et maman pour veiller sur eux. Gatété en fait le triste constat. Dès que je vais la coucher, elle se met à pleurer. Dès que je la reprends, ça la calme tout de suite. C'est vraiment très demandeur et là c'est difficile pour nous de s'en séparer. Enfin, moi personnellement je sais pas trop comment faire avec les bébés. Je sais pas si je dois un peu forcer, la mettre au lit même si elle pleure, l'ignorer parce que je sais pas, moi je la vois pleurer, je peux pas la laisser comme ça. Et c'est vrai que là, actuellement je sais pas trop quoi faire avec elle. Gatété n'a plus le choix, il est attendu pour une autre mission. Faut y aller, je crois. Les au revoir sont déchirants, pour l'enfant comme pour lui. Des enfants demandeurs d'attention et d'affection, tel sera le quotidien d'Otis, Gatété et Younes pendant 3 semaines. Alors pour garder des traces de leur séjour et de ces enfants attachants, ils ont joué les reporters. Grâce à une petite caméra, ils ont filmé la vie à l'orphelinat. Les fêtes ou les activités mises en place pour divertir les enfants. Mais ils ont aussi immortalisé leurs actions et confié leurs émotions. Chaque jour, ils ont continué à stimuler des enfants grâce à des jeux ou des gestes utiles. Et leurs efforts n'ont pas été vains. Quand je vois tout ce qu'on a fait en quelques semaines, je suis vraiment content qu'on soit venu. Il y a des enfants, on a vu en quelques semaines, ils ont beaucoup progressé. Surtout dans le premier groupe, ceux qu'on aide à marcher. On a eu vraiment des enfants qui, voilà, au début, il y avait toujours besoin qu'on les tienne et tout, et maintenant ils marchent beaucoup mieux. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est que l'espace de quelques semaines, ils ont réussi à redonner le sourire à ces enfants sans famille. On a réussi à partager énormément de moments de joie, de complicité avec les enfants. On a essayé de leur apporter du bonheur et réciproquement. Vraiment, il n'y a pas à dire, ce stage c'est vraiment une réussite. Je suis venu pour aider des enfants et j'ai vu cette amélioration. Et là, je suis content, mais je suis triste de partir. Le jour du départ, ils ont réussi à rester dignes devant les orphelins pour ne pas les attrister. Dans leur chambre d'hôtel, leur caméra de poche enregistre leurs confidences. Notre belle histoire, c'est comme qui dit, elle est terminée. Là, on vient de quitter l'orphelinat pour la dernière fois. Le personnel de l'orphelinat nous a dit que les enfants s'étaient vraiment beaucoup attachés à nous. Et aussi, elles ont relevé qu'une des particularités avec nous, c'est que comme on était des hommes, eux, ils ont plutôt l'habitude d'avoir des nounous. Et c'est comme si on représentait une figure paternelle, pour une sorte d'amour paternel. Et c'était bizarre j'avais pas imaginé la chose sous cet angle-là. Mais ce qui les a particulièrement émus, c'est une attention de la directrice, cette femme dévouée à l'orphelinat depuis 22 ans. Elle nous a dit au revoir, elle nous a dit ouais, au revoir mes fils, voilà, vous allez me manquer beaucoup. Elle nous a fait des cadeaux.
Elle nous a offert à chacun un bracelet porte-bonheur. Franchement, ça nous a beaucoup touché qu'elle nous offre à chacun ce bracelet. Voilà, on a vraiment un souvenir physique, matériel qu'on portera toujours sur nous. Cette expérience à l'orphelinat, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup touché. Je l'aime déjà beaucoup, quoi, ce bracelet. Je m'y suis déjà attaché. Et de toute façon, je les oublierai pas, même sans bracelet. Avant de les quitter, la directrice leur a fait une proposition inattendue qui a beaucoup ému Younes. Ce qui m'a fait sourire aussi, c'est qu'elle nous a dit, elle nous a bien dit, ouais, quand vous serez médecin, n'hésitez pas à venir aider ces enfants. Et l'émotion est encore trop présente pour se confier. Les silences de Younes en disent long. J'ai lutté pour pas pleurer devant elle, mais ça m'a vraiment touché, ouais. Cette immersion dans un orphelinat restera un des souvenirs les plus forts de leur vie. Et ils se sont promis de revenir pour aider ces enfants sans famille. Depuis notre tournage, ils ont repris le chemin de l'université de médecine avec, autour du poignet, un souvenir précieux des orphelins et des images fortes plein la tête. De l'orphelinat à la vie de famille, de l'Ukraine à la Provence, des soins médicaux à la guérison, le destin de Maxime, Valentin et Sacha a été bouleversé grâce à la générosité d'Agnès et Laurent. Depuis notre tournage, bonne nouvelle, Sacha a commencé à prendre du poids. À en juger par les vidéos familiales, il mange comme un ogre. Une nouvelle vie plus sereine démarre enfin pour tous les 5.